le supplément média. On est obligé de vous mettre ça, c'est Les temps modernes de Charlie Chaplin. C'est un documentaire que vous pouvez encore voir sur Arte TV. Chaplin, pardonnez-moi. Et Les temps modernes, la voix du silence. Réalisateur Grégory Monro qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes intéressé à ce film mythique du cinéma mondial aujourd'hui, mais pour une raison très simple, c'est que c'est un film de résistance de la part de Charlie Chaplin, puisque c'est au milieu du succès qu'était le film avec voix, images, son, musique, lui a décidé de rester dans les films muets, et c'était son dernier film. Absolument, c'était son dernier film muet, quasiment muet, et effectivement, ce film marque une rupture. En fait, c'est un film de bascule. Il est beaucoup de choses. En fait, il résiste à beaucoup de choses dans ce film. Évidemment, il y a la partie, on va dire, artistique, technique, nostalgique du personnage de Charlot, que Chaplin voulait absolument conserver. Enfin, je veux dire, il faut quand même savoir que depuis 1914, c'était quand même le personnage le plus connu au monde. Oui, c'est vrai. Et il était connu pour être ce qu'il est, c'est-à-dire donc il ne parlait pas, il avait toutes ces mimiques, etc. qu'on connaît. Donc à un moment donné, c'est un risque pour Chaplin que de se trahir ou de trahir son personnage par exemple, en lui faisant parler. Et quelle voix lui donner? C'est un moment où on entend où il dit « je ne sais pas quelle voix lui donner ». Absolument, oui. En fait, c'est très compliqué parce qu'il faut savoir quand même que quand les temps modernes sont sortis, en temps moderne d'ailleurs, ça faisait depuis à peu près presque 10 ans que le cinéma parlant était installé un peu partout dans le monde. Et vous racontez ça, c'était un succès absolument colossal, les salles étaient pleines de nouveaux acteurs et stars. C'est ce que je vous propose d'écouter, c'est la première minute où vous racontez ça. À Hollywood, c'est la frénésie. Plus de 150 longs métrages déferlent sur le grand écran. En quête de sensations fortes, le public se presse dans les salles obscures, à la rencontre de ses idoles. Depuis la fin du cinéma muet, de nouvelles stars se font les porte-voix d'une industrie florissante. James Stewart balbutie. Well, I'm a little shy. Bette Davis courtise. Would you mind very much, Mr. Shane, taking off your hat in the presence of a lady with a gun? Johnny Weissmuller révise ses répliques. Did you hear anything? Not a thing. Au milieu de ce vacarme, une décennie après l'avènement du parlant, un homme, un seul, résiste encore. Charlie Chaplin, roi de la pantomime, signe avec les temps modernes son 6e long métrage muet. Il passe pour un ringard à cette époque-là, quand même, de ne pas vouloir aller au parlant. Alors, auprès de qui il passe pour un regard Des studios de cinéma. C'est-à-dire que les studios de cinéma l'obligent. Aussi, à un moment où vous dites dans le doc, les studios de cinéma lui dit tu dois passer à la modernité. Oui, alors on le pousse, oui, mais il passe pas du tout pour un... Je ne pense pas qu'il passe pour un ringard, je pense qu'il était en marge, mais il faut pas oublier que Chaplin avait ses propres studios. Oui, il se produisait, il faisait tout, et il montait même lui-même. Donc, non, je dirais pas quand même qu'il passe pour un ringard. Oui, on lui a mis... c'est-à-dire que c'est aussi commercial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cinéma parlant est devenu un objet commercial. Et le cinéma s'industrialise. Vous voyez, on est passé en tout cas, en 1927, de l'artisanat à la grosse machine hollywoodienne. Donc lui, au milieu de ça, mais lui, il n'a jamais été dans cette grosse machine-là. Vous voyez. Donc aussi... Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, il peut pas non plus aller à contre-courant. Et je pense qu'il était quand même conscient de ça. Je pense pas qu'il a résisté, mais à un moment donné, il savait bien qu'il fallait qu'il y aille. D'ailleurs, il faut pas oublier son film précédent, Les Lumières de la Ville, 1931. Il y avait déjà le Parlement qui était là. Voilà, et on sentait déjà, même dans Les Lumières de la Ville, on a des soubresauts, on a un peu Chaplin qui se moque un peu des voix dans la séquence d'ouverture avec ce micro et ses voix qui oui. Voilà. Donc il était très conscient, il savait qu'il fallait y aller à un moment donné. Je pense que son problème principal, c'était surtout son personnage de Charlot. Voilà. Justement, est-ce que ça marque aussi pour lui une forme d'abandon de ce qu'il est, intrinsèquement Charlot, le personnage qu'il a toujours incarné, donc il se dit à un moment donné, je vais devoir l'abandonner. Alors je crois pas qu'il...
Je pense pas qu'il s'est dit que je dois l'abandonner, mais il savait qu'il allait de toutes les façons devoir passer à autre chose, parce que Charlot ne peut être qu'un personnage muet, mutique en tout cas. Donc, et comment ça a été reçu à l'époque, ces temps modernes, enfin, le fait qu'il persiste comme ça? Alors, le film ou le fait que lui persiste? Parce qu'en fait, le fait que lui persiste, si vous voulez, c'est plus dans le milieu, on va dire, du cinéma, où on se disait, effectivement, qu'est-ce qu'il attend? Et en même temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il était un peu... c'était encore un artisan, Chaplin, donc en fait, il était dans son coin. Après la réception du film et le fait que, dans ce film-là, on entend tout de même le timbre. Ce sont les machines, et puis les machines qui parlent aussi. Oui, les machines qui parlent. Il a trouvé une astuce, c'est qu'effectivement, donc le film n'est pas un film, c'est pas un film muet, c'est un film un peu sonorisé, mais ce n'est pas un film muet ou bavard avec des dialogues. Et quand vous avez quelques paroles, elles passent à travers effectivement la déshumanisation, le patronat, le patron d'ailleurs de l'usine. On entrevoit un peu, enfin ça fait un peu Big Brother en fait presque. Hein. Il avait un peu une vision comme ça, Chaplin. Et en fait, il met en scène un peu la déshumanisation de l'humanité. Le terrorisme en fait qui commence à arriver avec l'industrie de l'automobile et c'est tout ça qu'il dénonce. Et ça va être compliqué après ce film-là pour lui aussi. Oui, ça va être compliqué parce que c'est un peu à double tranchant. En fait, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, mais je pense pas qu'il s'attendait de se faire, on va dire, davantage attaquer sur le côté politique, message politique de son film, très anticapitaliste, très à gauche, etc. C'était vraiment une satire complète qu'on peut transposer encore certainement aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui, c'est très actuel. C'est très actuel, c'est assez troublant d'ailleurs. Ouais. Et donc il a été davantage attaqué là-dessus que sur le fait d'avoir peut-être fait même chanter en charabia Charlot ou avoir un peu sonorisé. Finalement, on l'a plus attaqué là-dessus. Et c'était le début de tous ces ennuis. La CIA enquête sur lui parce qu'ils le prennent pour un communiste, c'est ça. Oui. Et il va devoir quitter les États. Alors, il va faire un autre film qui est quand même Le Dictateur, mais il va devoir quitter les États-Unis pour des raisons politiques. Ouais. Il va devoir ne pas y revenir surtout. Et en fait, ce qui est très triste, c'est qu'en fait, il laisse tout aux États-Unis. Et quand je dis tout, c'est tout son artisanat, tous ses studios qui étaient encore là. Donc aujourd'hui, tout a disparu. En fait, rien n'a été préservé. Tout a été détruit. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez quand même. Et je pense que honnêtement, c'est pire que les temps modernes. Enfin, pire. Enfin, je veux dire, l'effet du film, la crainte qu'il pouvait avoir par rapport à son film n'est pas comparable à finalement tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a créé et tout ce qu'il a vu détruit finalement à cause de ça. Je trouve ça assez terrible en fait. L'arrivée du parlant qui a donc détrôné le muet évidemment, bouleversé et permis de se développer au niveau du cinéma. Est-ce qu'on peut comparer ça aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde de l'audiovisuel, du cinéma, qui va bouleverser aussi notre rapport à l'image, à la création, au film que l'on peut voir? On sait déjà, d'ores et déjà, par exemple, qu'il y a des voix off qui sont aujourd'hui fabriquées de toutes pièces, qu'il y a des présentateurs qui sont fabriqués de toutes pièces. Ouais. Ça, c'est pas bien. Personnellement, moi, je suis contre ça. Écoutez, on est nombreux, mais je pense qu'il faut avancer avec son temps. Je pense qu'il faut savoir l'utiliser et bien s'en servir. Après, je ne comparerai pas ça. Je pense que vraiment, pour le comparer, si vous voulez comparer au cinéma muet, je pense qu'il n'y a rien de comparable. Enfin, je pense que même le cinéma muet n'est pas comparable au cinéma parlant. Je pense que c'est un tout autre cinéma. Oui, vous avez Mary Pickford qui témoigne. Mary Pickford. Qui est incroyable. Elle a dû s'arrêter en 1933 parce qu'elle ne trouvait plus de boulot. Et dont l'histoire est racontée, je ne sais pas si vous connaissez le film de Billy Wilder, Sunset Boulevard. Ah bah oui, avec Gloria Swanson. Absolument fabuleux. Et c'est cette histoire-là, c'est celle qui a été une énorme star parce qu'elle savait tout dire avec son visage et tout exprimer, mais qui n'avait pas la voix pour exprimer et qui ne savait pas jouer. C'est arrivé à beaucoup d'entre eux. John Gilbert avec une voix nasillarde. Enfin, j'en passe beaucoup parce qu'il y a aussi des comédiens et des comédiennes étrangers. Donc leurs accents ne passaient pas. Il y a que Garbo qui s'en est sorti absolument incroyablement. Alors très étonnamment, elle a arrêté d'elle-même sa carrière, mais pas à cause de ça. Non, pour en venir à votre question par rapport à l'IA et au cinéma, je crois que je comparais plutôt ça au moment où nous sommes passés entre le cinéma, on va dire argentique. Au numérique, on a essayé de s'adapter parce qu'en fait, si on réfléchit bien, la narration et la façon d'écrire et de faire
voyez, de raconter en fait une histoire, elle se fera toujours un peu pareil. Il y aura toujours des acteurs qui vont parler, même si après on peut imaginer que ce sont des acteurs recréés. Mais quand on compare ça au cinéma muet, il n'y a rien de comparable. On a l'impression qu'on est dans une autre sphère. On a l'impression qu'on est dans un monde irréel. Il n'y a rien de comparable. C'est un autre cinéma, le cinéma muet. C'est pour ça que moi, ça me fascine et que je trouve ça absolument magnifique. Pourquoi sur la fin de sa vie, alors il a vécu en Suisse, à Vauvert, pourquoi sur la fin de sa vie, il ne retourne pas aux États-Unis ? Ah non, il y est retourné. Alors, il y est retourné pour un hommage. Oui. Alors, en 60. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, dans les années 60. Donc il a eu un hommage aux Oscars. Il a eu un Oscar d'honneur et il est retourné. D'ailleurs, vous pouvez trouver. Il y a une archive absolument magnifique. Alors, après, elle est triste aussi. Je crois que c'est Jack Lemmon. Je ne veux pas dire de bêtises qui l'accueille et puis il arrive comme ça devant. Oui, c'est déjà un vieux monsieur. Évidemment. Et puis voilà, il a repris sa canne, son chapeau. Oui, il était déjà âgé, mais je pense que ça l'a beaucoup touché. Il a quand même voulu revenir. Est-ce que la nouvelle génération connaît Charlie Chaplin ? Alors, quelle génération ? Quand vous dites nouvelle génération, est-ce qu'un enfant de 14-15 ans a déjà vu un film de Charlot ? La génération Z. Écoutez, Oh, bravo, madame. Moi, mes enfants, je leur ai montré. Après, je pense que c'est transgénérationnel. D'accord. Et je pense que Chaplin, mais c'est comme les dessins animés, je pense que ce sont les premiers films que voient les enfants. Encore une fois, parce que c'est universel. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Le langage du corps, c'est un langage et c'est suffisant. C'est ce que font les enfants. Alors que Cannes démarre demain, souvenons-vous aussi du succès de The Artist, qui était un film totalement incroyable. Un hommage au muet et qui a cartonné, qui a fait effectivement beaucoup. Juste petite question, qu'est-ce qui vous fascine chez Charlot ou Charlie Chaplin, vous, à titre personnel ? Il a une vie incroyable. Oh, c'est pas sa vie, moi c'est un artiste immense. Voilà, c'est un artisan. Je suis en admiration face à des artisans. Et puis la comédie, je trouve que c'est l'art le plus noble qui soit. Parce que c'est une comédie dramatique, souvent, oui, ce qu'il propose. Souvent, mais voilà, moi j'ai toujours été et il m'émeut énormément. Et puis, alors, allez voir le documentaire parce qu'il est d'un esthétisme assez rare, avec ce micro, cette qu'est-ce qu'on peut dire, comédienne. Cette pin-up, elle a c'est une comédienne. J'ai trouvé qu'elle beau micro. Non, c'est une mise en scène de la voix. Pin-up. Et dans une série également documentaire de la collection Avant-Après sur Arte. C'est toujours formidablement fait. Donc c'est déjà passé on va dire dans le flux de la télévision, mais vous la retrouvez sur la plateforme arte.tv. Et il va passer, alors c'est jusqu'en novembre sur arte.tv et le film repasse le samedi 17 mai à 14h55. Donc on a notre samedi après-midi. Voilà. Absolument. Donc, ça s'appelle j'espère qu'il va pleuvoir. Chaplin et les temps modernes, la voix du silence. C'est vous qui l'avez réalisé, Grégory. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ce matin, merci Gilles. Et on se retrouve nous demain. Demain, on parlera toujours d'Arte avec Source, vous savez, ce petit module incroyable qui raconte des histoires avec les réseaux sociaux. D'accord. Eh ben, on va revenir justement, on va parler des réseaux sociaux avec nos débatteurs dans un instant. C'est l'heure de Mettez-vous d'accord. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence.